Bonjour à tous. Merci beaucoup, merci Julia et merci à Action Traitement pour nous accueillir et organiser ce colloque sur ce thème. Merci aussi Anne qui a accepté de faire la présentation avec moi. Donc comme on disait, on va vous présenter quelques données de la surveillance et des études sur femmes et VIH. On a certainement oublié plein de choses, mais on espère que ça servira de base aux discussions de la journée. Voilà. Donc pour commencer, femmes VIH dans le monde, donc 19,7 millions de personnes, de femmes vivraient avec le VIH en 2021 dans le monde, ce qui représente 51% des personnes vivant avec le VIH. 640 000 femmes ont acquis le VIH en 2021 d'après l'UNAIDS, ce qui correspond à 43% des nouvelles infections. Mais il faut noter que ce n'est pas partout pareil. Et ce que vous pouvez voir, peut-être pas très bien sur l'image sur le côté, c'est que sur le rond de droite, vous voyez la distribution par genre et par classe d'âge de la population en Afrique subsaharienne. Les femmes en rouge, plus c'est foncé, plus elles sont vieilles. Les hommes en vert, plus c'est foncé, plus ils sont vieux. Et vous voyez à gauche, peut-être si je fais ça, vous voyez voilà, ici, le nombre de nouvelles infections par classe d'âge et par genre. Et vous voyez que les nouvelles infections de VIH touchent de façon disproportionnée les femmes et que 25% de ces nouvelles infections sont chez les femmes de 15 à 24 ans alors qu'elles ne représentent que 10% de la population d'Afrique subsaharienne. De même, 27% des nouvelles infections sont chez les femmes de 25 à 49 ans, alors qu'elles ne représentent que 14% de la population. Au niveau des décès, 240 000 femmes sont décédées du VIH en 2021, ce qui représente 37% des décès. En France, la situation est un peu différente, puis on a aussi un peu plus de données. Donc, je vais d'abord vous présenter les données sur le dépistage, l'accès au dépistage. Donc, il n'est pas possible de connaître la part des femmes dans l'activité de dépistage, dans la surveillance que fait Santé publique France. Par contre, il est possible d'avoir le taux de dépistage dans la population à partir des données de la sécurité sociale, donc les sérologies qui sont remboursées. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les femmes qui sont en rouge sur le graphique par rapport aux hommes qui sont en bleu se dépistent beaucoup plus, ont beaucoup plus recours au dépistage. Environ 8% des femmes ont eu recours au dépistage en 2021, et notamment les femmes de 26 à 49 ans et les femmes de moins de 26 ans. On a aussi des informations sur le dépistage communautaire qui va au plus près des populations vulnérables pour le dépistage, et les femmes représentent 33% des tests communautaires. Alors au niveau des nouveaux diagnostics, parmi les 5000 nouveaux diagnostics faits en France, 29% sont découverts chez les femmes cis. Ces femmes cis sont presque toutes contaminées par rapport hétérosexuel, et 77% d'entre elles sont nées à l'étranger. 2% des nouveaux diagnostics sont faits chez les personnes transgenres, dont on ne sait pas si elles sont des hommes ou des femmes dans ces données. Donc ce que vous pouvez voir sur le graphique, c'est que, en fait, à chaque fois on change de couleur, mais cette fois-ci, c'est les femmes hétérosexuelles nées à l'étranger qui sont en vert foncé, donc cette courbe ici. Ce que l'on peut voir, c'est que de 2012 à 2019, le nombre de nouveaux diagnostics est relativement stable chez ces femmes nées à l'étranger, et il a diminué fortement en 2020 avec la pandémie de Covid, et notamment à cause des fermetures de frontières et de la diminution de la mobilité et de l'accès aux soins. Par contre, chez les femmes hétérosexuelles nées en France, donc cette fois-ci c'est la courbe violette ici, on voit une tendance à la diminution des nouveaux diagnostics au cours du temps. Chez les personnes trans, le nombre de nouveaux diagnostics augmente, mais il est difficile de savoir si c'est une vraie augmentation des diagnostics ou si c'est une meilleure prise en compte du statut trans dans la déclaration obligatoire. Un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est le stade au moment du diagnostic, et notamment le stade avancé de la maladie, c'est-à-dire en dessous de 200 CD4 ou en stade SIDA, et 26% des femmes nées en France et 31% des femmes nées à l'étranger sont diagnostiquées à un stade tardif, enfin avancé.
Ce qui est important de réduire pour réduire l'épidémie, c'est de réduire le temps entre l'infection et le diagnostic. Et le graphique sur le côté vous montre en fait le délai médian en année entre les différentes étapes de la prise en charge, c'est-à-dire entre le moment où il y a une infection et le moment où il y a une charge virale indétectable. Donc le moment où, quand les personnes sont diagnostiquées, accèdent aux soins, prennent un traitement et ont une charge virale indétectable, il n'y a pas tellement de différence entre les différentes groupes de population. C'est environ 6 mois. Par contre, ce qui fait vraiment la différence entre chaque population, c'est le temps entre l'infection et le diagnostic. Et ce temps entre l'infection et le diagnostic, il est globalement de 3 ans. Et il est un peu plus petit chez les femmes que chez les hommes. Ceci est important à prendre en compte parce que c'est le temps en fait où il y a une perte de chance pour les femmes d'être diagnostiquées et donc de recevoir un traitement, et il y a aussi, c'est le temps aussi où il y a un risque de transmission. On estime que 24 000 personnes en 2018 n'étaient pas diagnostiquées et pourtant vivaient avec le VIH, et ça représente 33%, enfin les femmes représentent 33% de ces personnes. Il a été estimé qu'il y a environ 6 000 femmes nées à l'étranger, la plupart en Afrique subsaharienne, et 1 500 femmes nées en France, et quelques femmes parmi les usagers de drogue. Maintenant, je vais vous présenter les chiffres d'incidence. Donc ça, c'est les chiffres donnés par Santé publique France. On change encore de couleur. Cette fois-ci, il faut regarder le rouge pour les femmes hétérosexuelles nées à l'étranger et le bleu pour les femmes hétérosexuelles nées en France. Et ce qu'on voit en fait, c'est que l'incidence a tendance plutôt stable, avec une tendance à l'augmentation pour les femmes hétérosexuelles nées à l'étranger. Donc l'incidence, c'est les nouveaux cas. Et tendance plutôt stable avec une diminution pour les femmes hétérosexuelles nées en France. Donc je vais vous remontrer ces mêmes données mais d'une façon différente. Cette fois-ci, donc vous avez les femmes nées à l'étranger ici et les femmes nées en France ici. Les petits points noirs, c'est l'incidence, donc les nouvelles infections, et les grandes barres, c'est le nombre de nouveaux diagnostics observés. Et ce qu'on voit, c'est que pour les femmes nées à l'étranger, l'incidence est toujours un peu plus élevée que les nouveaux diagnostics. Et elle a tendance à varier un petit peu au cours du temps sans franche augmentation. Par contre, chez les femmes nées en France, l'incidence est toujours un petit peu en dessous des nouveaux diagnostics, ce qui a une tendance à une épidémie pas très active, ce qui en fait du coup l'invisibilité de ces femmes. Mais vu la pente, si on laisse, il va falloir des années pour que ça diminue. Donc je vais passer maintenant à une petite description des femmes qui vivent avec le VIH. On n'a finalement pas tant de données que ça, de façon macro, sinon c'est toujours très parcellaire avec des femmes un peu sélectionnées pour des études. Ces données de femmes vivant avec le VIH, on les a grâce aux cohortes ANRS, FHDH et Akivi, qui représentent à peu près 72% des personnes qui vivent avec le VIH et qui sont suivies. Et donc, on a à la fois des données sur les personnes qui sont nouvellement prises en charge en 2021 et les personnes qui sont suivies en 2021, donc qui sont prises en charge en 2021, et celles qui sont déjà dans le soin depuis plusieurs années. Et donc, les femmes représentent à peu près un tiers, les femmes cis représentent à peu près un tiers, les personnes trans 1,7%, pareil, on ne sait pas le genre de ces personnes, et 55% des femmes cis sont nées en Afrique subsaharienne, contre 17% des hommes. Donc ce que j'ai oublié d'écrire sur cette diapositive, c'est que grâce à ces cohortes, on a aussi une estimation des décès, qui est autour de 1600 par an, avec un âge médian de 61 ans. Et surtout, une info importante, c'est que les décès sont de moins souvent liés au stade SIDA. Et ces cohortes donnent aussi des informations sur l'espérance de vie. Donc, elle a pu être estimée. Et l'espérance de vie pour une personne qui a suivi en 2018 et qui a commencé un traitement dans les 5 ans avant est de 78 ans pour les hommes et de 79 ans pour les femmes. Ce qui se rapproche de la population générale, où l'espérance de vie dans les mêmes conditions sont de 80 ans pour les hommes et de 86 ans pour les femmes. Donc on voit qu'il y a
même si c'est assez proche pour les hommes, il y a quand même un gap pour les femmes vivant avec le VIH par rapport aux femmes de la population générale. Et ils expliquent ce gap par la part importante de femmes qui sont nées à l'étranger et qui auraient un niveau d'études et de littératie moins bon que les autres. Donc ces cohortes comportent très peu de données socio-économiques, et quand on veut avoir des données socio-économiques sur les personnes vivant avec le VIH et notamment les femmes, il faut regarder les données de l'étude VESPA, et donc ça remonte la VESPA 2 en 2011. Dans cette étude, les femmes représentaient 33% de l'échantillon. Alors, je reprends mes notes. Et parmi ces femmes, il y avait des femmes usagères de drogue qui représentaient 12% des femmes. Ces femmes avaient 48 ans en médiane, vivaient en majorité hors Île-de-France et 58% d'entre elles étaient en invalidité. Il faut noter aussi que 86% d'entre elles étaient co-infectées par le virus de l'hépatite C. Une part importante, 47% des femmes de l'étude VESPA, et donc, qui était une étude représentative, étaient des femmes immigrées d'Afrique subsaharienne. Ces femmes étaient un peu plus jeunes, 39 ans en médiane. Les 3/4 vivaient en Île-de-France et 54% étaient actives. Et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, 74% d'entre elles avaient un niveau d'études inférieur au bac. Et les autres femmes, donc ni nées en Afrique subsaharienne, ni injecteurs de drogue, représentaient 40% des femmes vivant avec le VIH, 60% vivant hors Île-de-France, 73% je crois étaient nées en France, et elles avaient quand même des meilleures conditions économiques. Donc on voit, c'est que finalement les femmes vivant avec le VIH, c'est une population très hétérogène. Et on va, j'espère, avoir rapidement, avec l'étude VESPA 3 qui est en cours, de nouvelles données pour mieux caractériser ces femmes et pouvoir ensuite mieux aborder toutes ces questions et les aider. Donc je passe la parole à Anne. Merci Karen. Du coup, l'idée de cette deuxième partie, c'était plutôt de revenir sur ce qui peut expliquer la vulnérabilité des femmes au VIH. Et de commencer par cette diapositive qui revient un petit peu sur le risque d'acquérir le VIH au cours d'un rapport sexuel, et aussi pour vous montrer que dans les rapports hétérosexuels, certes, il y a une probabilité plus grande pour les femmes d'acquérir le VIH si le partenaire est séropositif, mais que finalement, c'est pas forcément dans ce type de rapport qu'on trouve la plus grande probabilité d'infection. Je m'explique. Donc dans ce tableau, là où il y a les flèches, en fait, c'est ce qui peut vraiment être isolé comme étant rapport réceptif pénis-vagin, donc des femmes, et en dessous donc les hommes. Donc vous voyez qu'il y a une probabilité, un risque d'infection de 4 pour 10 000 pour les hommes au cours d'un rapport hétérosexuel, de 8 pour 10 000 pour les femmes dans un rapport hétérosexuel. Donc c'est bien le double quand même pour les femmes par rapport aux hommes. Mais on est très loin des probabilités en cas de rapport anal. Donc là on ne sait pas si c'est homme ou femme, où on est à 138 pour 10 000, ou même de transfusion. Et ce que vous pouvez voir sur ces petits graphiques, donc vous avez en haut les femmes et en bas les hommes, c'est que cette probabilité d'acquérir le VIH au cours d'un rapport, elle est en fait diminuée, voire presque nulle, dans un rapport hétérosexuel, quand on utilise un préservatif ou que la personne, le partenaire, est sous ARV. Donc ça, c'était pour ce risque d'infection biologique, si l'on veut. Et le deuxième élément dont on voulait parler, c'est l'efficacité des traitements antirétroviraux. Donc en fait, on a toutes les études là, qui sont en bas, qui reviennent en fait sur des différentiels d'efficacité selon des caractéristiques socio-démographiques. Le message général, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de différence d'efficacité entre les hommes et les femmes, et pas de différence d'efficacité selon le pays de naissance. En fait, ce qu'on voit,
Donc dans ces différentes études, il y a différents critères pour évaluer l'efficacité. Donc ça peut être le fait d'avoir une charge virale contrôlée, ça peut être à l'inverse le risque de faire un rebond virologique. Mais en fait, les critères qui ressortent, ce sont évidemment le diagnostic tardif, le délai entre le diagnostic et l'initiation du traitement, mais aussi les conditions de vie, les conditions financières. Donc là aussi, ça va être mesuré parfois en termes de situation de logement, parfois en termes de précarité, etc. Et en fait, ce sont ces éléments-là qui vont impacter l'efficacité du traitement. Et donc, effectivement, c'est des conditions de vie moins favorables qui concernent plus souvent les femmes, et en particulier les personnes qui sont nées en Afrique subsaharienne. Et donc, par ce biais-là, si vous voulez, l'efficacité du traitement va être impactée. Mais ce n'est pas en soi, si je puis dire, le fait d'être une femme ou un homme. Il y avait d'autres facteurs qui ressortaient sur l'efficacité du traitement, qui sont le non-partage du statut sérologique et le fait d'être en moins bonne santé de manière générale. Et donc sur le pays de naissance, c'est la même chose, c'est-à-dire que si on regarde, on voit que le traitement est moins efficace parmi les personnes nées en Afrique subsaharienne, mais en fait quand on prend en compte les conditions de vie, enfin je pense que ce que je dis n'étonnera personne, mais voilà, quand on prend en compte les conditions de vie, forcément, avec des conditions de vie dégradées, l'efficacité du traitement est moindre. Et donc en fait, c'était pour revenir un peu sur ces éléments de vulnérabilité, et peut-être le message, c'est de dire que c'est peut-être plus des critères sociaux qu'il faut aller regarder pour comprendre la vulnérabilité des femmes au VIH. Et on voulait commencer par vous montrer cette diapo qui vient aussi de VESPA 2, qui est notre référence, sur la discrimination. Donc ça concerne les femmes qui vivaient avec le VIH en 2011. Peut-être dire que les discriminations, donc là ce sont les personnes qui déclarent des discriminations dans les 2 années précédant l'enquête. La première chose qu'il faut dire, c'est que l'ensemble des personnes qui vivent avec le VIH déclarent un niveau élevé de discrimination, c'est 26%, donc c'est plus d'un quart des personnes qui déclarent des discriminations dans les 2 dernières années, tous motifs confondus. Mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les femmes qui vivent avec le VIH déclarent plus souvent des discriminations que les hommes dans tous les groupes. Et notamment, c'est ce que vous voyez sur la figure à droite, notamment les femmes immigrées d'Afrique subsaharienne et les femmes usagères de drogues intraveineuses. Donc ce que vous voyez à droite, c'est en bleu clair les discriminations pour tout motif. Et puis ensuite, la barre en bleu foncé, c'est pour motif, la personne déclare qu'elle a été discriminée en raison de sa séropositivité. Et donc ce que vous voyez, je pense que c'est assez visuel, c'est qu'on a vraiment des niveaux de déclaration de discrimination beaucoup plus élevés chez les femmes, qu'elles soient immigrées, usagères de drogue, et beaucoup plus que chez, par exemple, les femmes immigrées d'Afrique subsaharienne sont à 38%, alors que les hommes immigrés d'Afrique subsaharienne sont à 19%. Ça reste des niveaux très élevés chez tout le monde, mais chez les femmes, c'est beaucoup plus important. Et ce qui est assez intéressant, et ça changera peut-être avec VESPA 3, je ne sais pas, c'est que les femmes déclarent rarement le motif du sexe comme motif de discrimination. Or, elles sont beaucoup plus discriminées. Donc on se dit aussi que dans la perception, c'est pas forcément, elles pensent pas forcément que c'est leur sexe qui est raison de leur discrimination, mais de fait, elles sont beaucoup plus, elles déclarent beaucoup plus de discrimination que les hommes. Donc ça, c'est le premier élément. Et l'autre élément sur lequel on voulait revenir, c'est le risque d'acquisition au VIH. Alors, je pense que c'est des choses que vous connaissez en très grande partie, mais ça fait vraiment... je pense qu'il faut quand même rappeler les résultats de l'étude ANRS Parcours, qui date donc de 2012-2013, qui a porté uniquement sur les femmes immigrées d'Afrique subsaharienne, dans 3 groupes d'études, donc un groupe qui vit avec le VIH, un groupe avec l'hépatite B et un groupe recruté en médecine générale, qui n'avait aucune de ces 2 infections. Parce que c'est une étude qui a permis de revenir sur qu'est-ce qui expose finalement, qu'est-ce qui fait que les femmes immigrées sont plus vulnérables au VIH. Donc là, c'était juste pour vous rappeler sur quelle personne a porté cette étude, mais peut-être juste dire que dans le groupe vivant avec le VIH, il y a 926 personnes qui ont été enquêtées, donc 62% de femmes, qu'elles avaient un âge médian de 43 ans. Pardon. Elles étaient arrivées en France un peu plus de 10 ans avant l'enquête, en médiane. Et les dernières lignes, c'est pour vous montrer que parmi les femmes immigrées d'Afrique subsaharienne, il y a aussi une grande hétérogénéité de parcours et de situations, puisqu'on avait à la fois des femmes qui avaient acquis la nationalité française, qui étaient installées depuis très longtemps, et des femmes qui n'avaient aucun titre de séjour.
Et l'un des grands résultats de parcours, de cette étude, c'était vraiment de montrer qu'il y a une part importante des personnes, hommes et femmes, qui vivent avec le VIH aujourd'hui, qui n'ont pas en fait acquis le VIH dans leur pays d'origine, mais bien après leur arrivée en France. Et voilà, avant, il y avait cette idée que les personnes immigrées étaient très touchées parce que les prévalences étaient très élevées dans leur pays d'origine. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a vraiment 41% des femmes, en l'occurrence, immigrées d'Afrique subsaharienne qui vivent avec le VIH aujourd'hui, qui ont été infectées après la migration. Et la plupart, donc ça c'est ce que vous voyez sur ce petit graphique, donc les 41% c'est 25 plus 16, là, et la plupart en fait dans les années qui suivent l'arrivée en France, 25%. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire au début, la particularité de Parcours, c'est que c'était une enquête biographique, et en fait ce que ça veut dire, c'est qu'on a recueilli en fait l'ensemble du parcours des femmes année par année, et y compris, et c'est ce qu'on montre sur ce graphique, y compris les situations sexuelles dans lesquelles se trouvaient les femmes. Donc est-ce qu'elles étaient en couple, est-ce qu'elles avaient des relations occasionnelles, est-ce qu'elles avaient des relations qu'on appelle transactionnelles, c'est-à-dire en échange d'un hébergement, de la nourriture, etc., des rapports tarifés, ou de la violence sexuelle, j'en parlerai après. Et donc, en fait, ce qu'on montre, c'est que, donc sur ce graphique, par exemple, j'ai oublié un petit élément dans le titre, c'est les relations sexuelles potentiellement à risque selon le groupe d'études. Et donc, ce que vous voyez, c'est le fait d'avoir connu au moins une fois en France, ça qui manque, des relations occasionnelles, des relations transactionnelles, des relations concomitantes, c'est-à-dire des situations de multipartenariat. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ces relations dont on sait qu'elles sont plus à risque pour le VIH parce qu'elles sont plus difficiles à protéger, l'exemple des relations transactionnelles est parlant, je pense, c'est qu'elles sont plus fréquentes parmi les groupes de femmes qui vivent avec le VIH et qu'elles sont encore plus fréquentes parmi les femmes qui ont été infectées après l'arrivée en France. Donc, vous voyez que c'est plus de 50%, par exemple, des femmes qui vivent avec le VIH, qui ont acquis le VIH après l'arrivée en France, qui ont des relations occasionnelles, et qu'il y a aussi des proportions plus importantes de relations transactionnelles et de multipartenariat. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on a pu mettre en lien les conditions de vie année par année, le fait d'avoir un hébergement, le fait d'être à la rue, le fait d'avoir des papiers ou pas, avec ces situations sexuelles à risque. Et donc, ce qui a été montré par cette étude Parcours, c'est que les femmes qui ont contracté le VIH en France, elles ont plus souvent connu des situations sexuelles à risque en France. Et ces situations, donc relations transactionnelles, occasionnelles, etc., elles étaient plus fréquentes les années où on n'avait pas de logement personnel stable et plus fréquentes les années où on n'avait pas de titre de séjour. Encore une fois, je pense que les personnes qui accompagnent les personnes séropositives et qui vivent avec le VIH, c'est des éléments assez intuitifs. Je ne pense pas que ce soit... Mais on a pu l'objectiver quantitativement dans cette étude. Et donc, on a montré que la précarité vécue, surtout lors des premières années en France, c'est un facteur indirect en fait, de l'acquisition du VIH parmi les femmes immigrées. Peut-être juste pointer, parce que ça peut intéresser aussi les personnes qui sont là, qu'il y avait aussi des volets sur la santé mentale dans l'étude Parcours, et on a montré des niveaux très élevés en fait, d'anxio-dépression chez l'ensemble des immigrés d'Afrique subsaharienne qui étaient interrogés, donc pas seulement les personnes vivant avec le VIH, mais aussi celles qui vivent avec une hépatite B et les personnes qui étaient recrutées en médecine générale. Donc vous voyez que c'est des niveaux, vous voyez parmi les femmes, là c'est à gauche, donc chez les femmes plus dégradées que chez les hommes d'ailleurs, entre 20 et 30% en gros de personnes qui déclarent des symptômes d'anxio-dépression. Donc c'est un score, le PHQ-4. On voyait pas en fait, on a l'impression que chez les femmes VIH c'est un petit peu plus élevé, mais en tout cas on voyait pas de différence significative statistiquement. Mais ce que ça veut aussi dire, c'est que les autres femmes immigrées d'Afrique subsaharienne ont aussi des niveaux très élevés d'anxiété et dépression. Et quand on regardait les facteurs associés, je les ai remis sur la droite. Donc chez les hommes, le fait de ne pas avoir de titre de séjour, d'être sans emploi, d'avoir subi des violences sexuelles au cours de sa vie, d'avoir été à la rue. Et chez les femmes, venir en raison de menaces dans son pays, par rapport à des femmes qui seraient venues dans le cadre du regroupement familial, par exemple. Le fait d'être venue pour des raisons médicales, d'être sans emploi, là aussi. Les violences sexuelles, bien sûr, et d'avoir été à la rue aussi. Mais le fait d'être dans le groupe qui vit avec le VIH ne changeait pas les choses. C'est vraiment ces éléments-là de précarité et de parcours qui impactaient la santé mentale dans notre étude. Et peut-être juste
parler de la violence sexuelle qui a été étudiée en tant que telle dans l'étude parcours. Donc là, ce que montre ce graphique, c'est la prévalence de la violence sexuelle par groupe d'études parmi les femmes d'Afrique subsaharienne. Alors, je pense que le premier élément, c'est que ce sont des niveaux très élevés, pour tout le monde. Je pense que, on est quand même dans le cadre d'une étude, on sait qu'il y a de la sous-déclaration de la violence sexuelle dans le cadre d'une étude, même si dans Parcours, on avait collecté à plusieurs moments de l'information sur le premier rapport sexuel, sur la violence au cours de la vie, pour s'assurer qu'on essayait au maximum de recueillir l'information. Mais on est quand même dans le groupe médecine générale, par exemple, à presque 20% des femmes qui disent avoir connu de la violence sexuelle au cours de leur vie. C'est des proportions élevées aussi en population générale, mais en tout cas élevées ici aussi, et qui sont encore plus élevées parmi les femmes qui vivent avec le VIH. Et on a montré, donc avec le même type d'approche que ce dont je vous ai parlé précédemment, que la violence sexuelle, elle est plus fréquente, encore une fois, les années où on n'a pas de logement stable, quand on est une femme, aussi les années où on est hébergé, parce qu'en fait on sait qu'il y a de la violence sexuelle dans les situations d'hébergement, et quand on est venu en France pour fuir des menaces dans son pays. Et là, je voudrais juste pointer que, du coup, l'enquête ANRS Parcours, elle date de 2012-2013, que depuis 2012-2013, il y a quand même aussi plus de femmes, en fait, qui viennent dans ce genre de circonstances pour fuir, en situation d'exil, pour fuir des menaces, pour fuir des conflits, et que donc, malheureusement, il n'y a pas de raison que ces résultats-là, ils aient changé, et que potentiellement, on est même plutôt dans la situation inverse, c'est-à-dire d'avoir plus de femmes qui arrivent dans ces circonstances-là, et donc exposées à de la violence sexuelle et au risque d'acquisition au VIH. Et peut-être juste pour finir sur ces mécanismes d'acquisition du VIH, dire que ce résultat de l'étude parcours en France, il est retrouvé, en tout cas le lien entre violence sexuelle et risque d'acquisition, on s'y se retrouve au niveau du monde. Là, c'est une analyse poolée en fait, de 57 études transversales qui ont été réalisées en Afrique subsaharienne entre 2000 et 2020, et qui met en évidence que la violence physique ou sexuelle dans les 12 derniers mois, elle est associée au risque d'acquérir le VIH. Donc c'est ce que vous voyez. Donc le premier élément, c'est avoir connu la violence physique ou sexuelle donc, dans les 12 derniers mois. Mais après, vous avez le détail en dessous, c'est d'avoir jamais connu de violence, parfois et souvent. Et on voit que quand c'est souvent, le risque d'acquisition du VIH est encore plus élevé. Ça augmente aussi le risque de ne pas avoir une charge virale contrôlée. Donc ces résultats sur la violence, ils sont connus. Dans Parcours, on a pu le quantifier, mais ça fait déjà un certain nombre d'années, et probablement qu'il y a des choses, et des données à actualiser en tout cas sur cette question. Et je vais laisser Karine terminer. Voilà, donc là maintenant on va faire 3 focus particuliers. Le premier sur femmes, grossesse et VIH. La première phrase que vous connaissez tous, mais je trouve qu'elle est importante à rappeler à chaque fois, c'est qu'une femme qui vit avec le VIH ou dont le conjoint vit avec le VIH peut avoir des enfants de façon naturelle grâce au traitement antirétroviral. Moi qui travaille surtout sur le dépistage, peux vous dire que la proposition systématique de dépistage lors des consultations anténatales, c'est le seul dépistage qui marche bien et qui est proposé à quasiment toutes les femmes. Autre point qu'il faut noter, c'est qu'une femme migrante sur 2 en Europe et en France également est diagnostiquée pour le VIH au moment de sa grossesse et souvent à un stade assez avancé de la grossesse, ce qui fait qu'il y a une certaine urgence à mettre en place le traitement pour éviter la transmission à l'enfant, préserver et restaurer la santé de la mère bien sûr, et aussi éviter la transmission au conjoint. Et plusieurs études se sont intéressées en fait au traitement justement au moment de la grossesse, notamment des études qui ont été réalisées en Afrique subsaharienne et qui ont montré que les barrières à l'observance, à la prise du traitement, sont beaucoup plus importantes lorsque la découverte de VIH se fait pendant la grossesse par rapport aux femmes qui connaissaient leur séropositivité avant la conception. Et également que l'observance est encore plus mauvaise en postpartum, ce qui pose des questions sur l'allaitement, etc. Mais je pense que ce sera développé cet après-midi avec Julie. Les éléments qui viennent surtout impacter cette observance du traitement antirétroviral pendant la grossesse, c'est toujours la même chose en fait. C'est les conditions de vie.
plus c'est précaire, plus c'est compliqué. C'est le non-partage de la séropositivité avec le conjoint ou d'autres membres de la famille. C'est la santé mentale. Et il y a un autre point aussi qui mérite d'être interrogé, mais pour lesquels il n'y a pas de réponse encore. C'est chez les femmes qui sont traitées, qui connaissent leur séropositivité et qui sont traitées avant la conception, de quel est l'impact en fait du changement de traitement pendant la grossesse, parce que de façon logique, éthique, protectrice, les femmes qui participent à des essais cliniques doivent être sous contraception, mais du fait, les antirétroviraux sont peu testés pour leur effet pendant la grossesse, leur effet sur l'enfant, et du fait, on connaît l'innocuité de moins de molécules, et parfois c'est des traitements plus anciens, plus difficiles à prendre, et ça pose question du changement de traitement. L'autre focus, c'est sur les femmes trans, et on commence à avoir des premiers résultats de cette étude qui a été menée par le CESTIM Trans et VIH, donc qui étudie les parcours de vie et les parcours de soins des femmes trans vivant avec le VIH. 506 femmes ont été interrogées, majoritairement des femmes qui sont suivies en Île-de-France, pour deux raisons, parce qu'elles vivent plus souvent en Île-de-France et parce que les services hospitaliers dans lesquels elles sont suivies ont majoritairement plus participé en Île-de-France. L'âge à l'enquête, c'était de 43 ans. Et une part importante de ces femmes est née à l'étranger, 86% d'entre elles, principalement en Amérique latine. Elles avaient 32 ans en médiane quand elles sont arrivées en France. C'est des femmes qui sont très précaires au niveau économique et au niveau administratif. Et puis, on parlait du travail du sexe tout à l'heure, 9% seulement d'entre elles n'ont jamais réalisé de relations sexuelles tarifées et 65% d'entre elles avaient des relations sexuelles tarifées au moment de l'enquête. Pour la partie VIH, elles avaient 29 ans en médiane au moment du diagnostic. Elles sont plutôt bien suivies avec une charge virale indétectable pour 88% d'entre elles et 24% bénéficient de l'AME. Et pour ce qui est de la transition, l'âge médian au moment de la transition était 13 ans. Et il faut quand même noter que seulement un quart d'entre elles ont des papiers d'identité qui correspondent à leur genre actuel, ce qui est un point quand même très important. Donc ce sont quelques résultats descriptifs, un peu teasing, pour dire que d'autres résultats plus détaillés vont arriver dans les mois qui viennent. Et le dernier focus, c'est sur femmes et PrEP. Vous avez le graphique, pas très lisible, mais ce qui est important, c'est que c'est la courbe qui monte, du nombre d'initiations de PrEP entre 1er janvier 2016 et le 30 juin 2022, sont les dernières données disponibles. C'est des données à partir des données de remboursement de la sécurité sociale. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que seulement 2,6% de ces personnes qui initient la PrEP sont des femmes. Ça a doublé, mais 2% en 2016, 3% en 2021 et 4% au premier semestre 2022. 0,5% des personnes qui ont initié la PrEP bénéficiaient d'une AME et 43% en Île-de-France. Voilà, donc il y a des données de rétention dans la PrEP grâce à ce... Epiphar donne des données de rétention dans la PrEP et des données sur le médecin prescripteur, mais pas par genre, et je serais bien étonnée de savoir s'il y a des différences, notamment maintenant il y a une initiation possible en médecine générale, si ça pourrait augmenter le nombre de propositions de PrEP aux femmes. Donc, plusieurs études s'intéressent aux barrières à la PrEP. Je ne vais pas trop détailler parce que je sais que c'est le sujet de Sarah qui vous parle après, mais quand même vous dire que la PrEP est peu connue par les femmes, elle est peu proposée et peu prescrite aux femmes, et il y a un certain nombre de facteurs socio-économiques qui jouent, notamment les priorités de la vie, qui font que peut-être les femmes ne perçoivent pas la PrEP comme un moyen utile pour elles.
Et puis, il y a aussi tout un tas de considérations pratiques au niveau de la prise d'un traitement en prévention, le fait que ce soit un traitement qui soit pris tous les jours, parce que pour les femmes, la PrEP, c'est forcément tout en continu. Et donc, peu de femmes s'intéressent à la PrEP. Et également, pour les quelques qui commencent la PrEP, il y a des difficultés d'observance et donc des difficultés sur l'efficacité. Et juste pour terminer, je me suis permise de vous montrer ces données qui ne sont pas encore publiées. Enfin, elles ont été présentées hier dans un congrès, mais pas ce focus-là. Et d'un travail qui a été fait, que j'ai encadré de master, qui a été fait sur la file active de PrEPeurs de Bichat, Tenon et du CH de Tourcoing, et qui regardait en fait l'incidence des arrêts de PrEP. Et donc dans cette file active, on avait quand même 51 femmes cis et 124 femmes trans. Ça représentait donc à eux deux moins de 5% de notre échantillon. Il y avait des différences entre les lieux de naissance, je vous le passe. Ce qui était important de voir, c'est que 30% des femmes cis exerçaient le travail du sexe, 81% des femmes trans, et qu'il y avait un surrisque d'arrêt de la PrEP par rapport aux hommes cis dans ces deux catégories, assez fort pour les femmes qui persistaient en analyse multivariée, également pour les personnes trans qui disparaissent en multivarié entre guillemets au profit de la variable travail du sexe, et que je ne l'ai pas noté là, mais elles sont aussi plus nombreuses parmi les femmes perdues de vue. Enfin, parmi les personnes, perdues de vue. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer que déjà on a peu de descriptions des femmes qui prennent la PrEP, mais que finalement c'est plus difficile pour elles de rester dans la PrEP. Donc je vais terminer par ces messages un peu de conclusion pour rappeler que les femmes représentent une part importante de l'épidémie de VIH, que les femmes immigrées cumulent les vulnérabilités, mais que les données qu'on a sont anciennes et qu'on espère avoir des nouvelles données qui vont montrer ça, et également qu'il y a un manque de données très important pour les femmes qui sont nées en France et qui pour moi sont finalement elles les plus invisibles dans l'épidémie. La précarité sociale, économique, les violences rendent les femmes les plus vulnérables au VIH. La précarité sociale, économique, les violences, l'isolement compliquent le traitement et font que c'est quand même plus difficile. Et ça me permet de souligner en fait le rôle important des associations comme la vôtre, des médiatrices en santé, des assistantes sociales, justement dans la prise en soin, dans l'orientation et le maintien dans le soin des personnes et notamment des femmes qui vivent avec le VIH. Il y a un manque de politiques qui soutiennent les programmes de prévention en santé sexuelle pour les femmes, la PrEP, mais vraiment pas uniquement. Ce qu'on peut noter, c'est que dans la feuille de route numéro 2 de la stratégie nationale de santé sexuelle, hormis l'action qui concerne la contraception et celle sur l'IVG, il n'y a pas d'action spécifique pour les femmes, et notamment femmes et VIH. Et qu'il c'est important en fait d'inventer des approches spécifiques pour les femmes immigrées aussi, qui prennent en compte les situations de précarité et que c'est pas aux femmes de rentrer dans le moule des interventions qui existent déjà, mais il faut vraiment faire des interventions qui leur sont adaptées. Et puis juste ces derniers points sur les objectifs ONU-SIDA pour 2025. On parle toujours du 95-95-95 dépistage, traitement, suppression de la charge virale, mais ils comprennent vraiment beaucoup d'éléments sur les inégalités, notamment les inégalités de genre, la discrimination, la stigmatisation, les violences, et je trouvais que c'était important de le rappeler. Merci. Merci en tout cas pour votre présentation. Alors, je passe la parole à Marjorie et je répète pour ceux qui sont connectés en ligne, n'hésitez pas à poser des questions aussi via le chat. Nous n'en avons pas reçu pour le moment, mais n'hésitez pas. Merci pour ce rappel et notamment sur la question des conditions de vie des femmes. Bon. Moi, je voulais juste en fait rappeler, il y a un médecin à Marseille qui s'appelle Jérémy Coigny qui a fait une enquête dernièrement sur justement la situation des... Alors lui, c'est demandeuse d'asile en fait.
mais c'est qui a été publié dans Lancet, mais qui corrobore tout à fait, en tout cas, ces données. Voilà, donc encore en 2023. On peut quand même justifier que, dans son enquête, en fait, 18% de demandeurs d'asile ont 18 fois plus de risques d'être victimes de viol. En fait, voilà. Et donc, il reprend un peu tous les risques auxquels sont confrontées les femmes en parcours de migration, là, les demandeuses d'asile. Et je trouve que ça corrobore tout à fait ce qui a été fait même il y a 10 ans. Quoi, en fait. On est toujours dans ces mêmes réalités. Oui, pardon. On me disait qu'on était tout à fait d'accord avec vous. Et que, en effet, quand on dit qu'il manque de nouvelles données, de données plus générales, en effet, là c'était sur un petit groupe, mais ce dont on a peur, c'est que ce soit pire qu'en 2011. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est bon, on m'entend bien. Merci encore pour la présentation qui était hyper intéressante. Et moi, je voulais demander, c'est pas un domaine que je connais très bien, mais est-ce qu'il y a des données qui croisent le genre et l'orientation sexuelle aussi, du coup pour les femmes, avec la séropositivité ou le risque d'attraper en tout cas le VIH? Je ne sais pas si c'est pertinent. En fait, dans Parcours, par exemple, on a recueilli l'information de savoir si les personnes avaient déjà eu des partenaires du même sexe au cours de la vie. C'est juste que là, on atteint les limites du quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui ont déclaré avoir des rapports, il y en avait très peu chez les hommes et encore moins chez les femmes. Du coup, nous, on ne peut pas dire grand-chose, en fait, à partir de très peu d'effectifs. Mais peut-être que Vespa 3 sera plus armé pour dire des choses sur les personnes qui ont des... Il y a quand même un certain nombre d'enquêtes qui ont regardé ça, enfin pas spécifiquement ça, mais qui nous donnent quelques données, et qui montrent que la plupart des femmes sont plutôt bisexuelles ou très rarement homosexuelles strictement. Et il y a eu des rapports avec des hommes au cours de la vie, et du fait, elles sont d'emblée classées dans les rapports hétérosexuels pour les contaminations quand ça arrive. Voilà. Par contre, la prévalence ou l'incidence de VIH dans cette population est plus difficile, n'est pas vraiment connue, et la plupart du temps, comme vous l'avez vu sur les probabilités de transmission par acte, vous avez vu que les rapports oraux, tout ce qui est sex toys, etc., en tout cas pas pour les IST, mais en tout cas pour le VIH, il y a un risque plus faible de transmission, et donc du coup, vrai ou pas, mais en tout cas c'est moins étudié.